Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séance de TD de transfert thermique en vidéo. Alors on va s'attaquer aujourd'hui à l'exercice 3 de la fiche de TD droit dont l'énoncé est le suivant. Donc on vous dit on considère un barreau cylindrique de longueur grand L et de rayon grand R, de conductivité thermique grand K. Ce matériau produit une puissance thermique volumique que j'ai notée delta. Et on précise également du coup que cette puissance thermique volumique est uniforme dans tout le barreau, c'est important. On appelle TB la température de la surface du barreau. Alors, la première question est la suivante. Donnez l'expression de la distribution de température en coordonnées cylindriques, donc T de R de θ de Z, en fonction de delta, grand R et TB. Et ensuite, il faudra montrer que l'écart de température entre le cœur du barreau et sa surface s'écrit de la façon suivante, à savoir delta T, donc l'écart de température, est égal à petit delta R carré divisé par 4K. Ok ? Et on vous précise que dans tout l'exercice, on se placera en régime stationnaire et on supposera que la longueur du barreau grand L est très très grande devant son rayon. Alors comme d'habitude, avant de démarrer, on va procéder à une petite description du problème. Donc vous avez effectivement ici un barreau que j'ai représenté de longueur grand L et de rayon grand R. Alors j'ai associé à ce barreau un repère orthonormé, OX, OY, OZ. Alors, on sait que la longueur du barreau est très très grande devant grand R. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire qu'on va supposer notre barreau comme infini. Vous savez aussi que la puissance volumique delta est homogène dans tout le cylindre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta est invariante par translation selon Z, d'accord? Et elle sera aussi invariante par rotation selon l'angle θ. Donc ici, on va voir tout à l'heure, vous avez une géométrie ou une symétrie plutôt cylindrique. Alors, si j'effectue, ici vous voyez que dans mon schéma, j'ai représenté des tranches ici de barreaux. Alors ici, j'ai représenté une vue en coupe. Donc le repère cylindrique, il a été introduit ici. Donc vous avez ici un point M par exemple qui va se trouver dans le barreau, qui est représenté par le vecteur petit r, par l'angle θ, et il sera aussi représenté par sa coordonnée Z. D'accord? Alors on sait que TB c'est la température de la paroi externe et TA ici ça sera la température au centre du barreau. Alors bien évidemment, le sens physique nous dit que nous allons avoir en fait un flux, une densité de flux thermique, ou autrement dit une densité de courant thermique qui va aller du cœur vers l'extérieur. Donc cette densité de flux thermique ou encore donc cette densité de courant thermique, je l'appelle JTH. Donc JTH, on le verra tout à l'heure, va dépendre effectivement de la distance petit r. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc on a dit, on a vu que le système présente une symétrie cylindrique. Donc si ce système présente une symétrie cylindrique, ça veut dire que le champ scalaire de température dans le cylindre est donc invariant par translation selon t et par rotation selon θ. Donc ça veut dire qu'initialement la fonction t qui devrait dépendre de r, θ et z, ne va dépendre que de la variable r. Alors qu'est-ce qu'on sait aussi? La loi de Fourier nous dit que la densité de courant thermique, JTH, est égale à moins K grade de T, avec K la conductivité thermique. Donc ici, compte tenu du fait que la température ne dépend que de R, vous exprimez le gradient, ça vous fait un JTH qui est égal à moins K d de T sur dr, UR. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ JTH, c'est un champ vectoriel qui est radial, ce que j'ai représenté ici sur ma vue en coupe. Vous avez bien un champ qui est radial. Alors on va attaquer la première question et on va essayer d'étudier du coup la distribution de température dans ce fameux cylindre ou dans ce fameux barreau. Alors, ici, vous voyez ce qu'on pourrait faire en fait, on pourrait découper le cylindre en tranches infinitésimales de volume d'étau. Alors, quand je dis en tranche infinitésimale, vous voyez ici, on va prendre une couronne d'épaisseur dr, et cette couronne, il faut imaginer, ici c'est une vue en coupe, donc on voit une couronne, mais il faut bien imaginer effectivement une espèce de tube qui va vous donner en fait
volume élémentaire ici assuré en, en rouge. Hein. Enfin, en rouge, en rouge, comme c'est une vue projetée, ici, vous voyez que l'élément de surface. Donc ce d-taux, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la hauteur complète du cylindre que va multiplier la surface élémentaire de votre couronne. Donc le d-taux, ça serait 2πr dr, hein, ça c'est pour ds, et multiplié du coup par toute la hauteur du barreau. Hein. Alors c'est quelque chose qu'on pourrait, on pourrait découper notre barreau comme ça, et puis ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait un bilan, on effectue un bilan d'enthalpie, dans ce volume élémentaire, et on en déduit l'équation bilan. Alors, on va aller un peu plus vite, parce qu'effectivement, on a ici, on a le droit, effectivement, c'est un résultat de cours, on a le droit directement d'utiliser l'équation bilan local. C'est-à-dire ici, c'est l'équation de bilan de l'enthalpie. Donc, une équation bilan locale, ça nous donne d2h sur dt plus div de jth égale delta. Donc, le petit h ici, c'est la densité volumique d'enthalpie, et le delta, c'est la densité volumique de production par seconde. D'accord? Donc c'est la puissance volumique qui a été introduite dans l'énoncé. Donc on reviendra sur ce type d'équation à la fin de la séance. Vous verrez que c'est une équation effectivement qui est fondamentale en physique. Donc ici on va directement partir de cette équation-là. J'insiste bien, on a tout à fait le droit de partir de cette équation. Il n'y a aucun souci. Alors, on sait qu'on est en régime permanent ou stationnaire. Donc ça veut dire que localement, en un point donné de mon cylindre, eh bien, je vais avoir la divergence de JTH qui vaut delta. Et il y a effectivement encore ici une petite coquille. Il y en a toujours, je suis désolé. Alors reprenons. Donc je sais que div, la divergence de JTH est égale à delta. Alors ici, on prend son formulaire, on regarde un peu comment s'exprime la divergence en coordonnées cylindriques. Alors si vous prenez votre formulaire, vous allez avoir 1 sur R, des ronds de JTH sur des ronds R égale delta. Or, vous savez, JTH, tout à l'heure, on a dit que c'était moins KR dt sur dr. Donc, là, je l'ai juste réécrit de façon un peu plus présentable. Alors, j'ai sorti effectivement le K ici, qui est une constante. Conductivité ici est homogène, ne dépend pas de l'espace. Donc vous avez moins K sur R, des ronds sur des ronds R de R, dt sur dr, d'accord, est égal à delta. Alors qu'est-ce que ça va vous donner? Ça vous donne effectivement, ici le R, je vais le transposer, et le K, on va tout transposer du côté droit. Donc ça vous donne, dans un premier temps, cette équation-là. Alors, quand vous regardez un petit peu cette équation-là, eh bien, ce qu'on a envie de faire, c'est d'intégrer une fois déjà, une première fois par rapport à R. Donc si j'intègre une fois par rapport à R, ça va me donner R dt sur dr qui est égal à moins 1,5 de delta sur K fois petit r au carré, plus C1, qui va être une constante d'intégration, qu'on va déterminer par la suite. Alors, arrivé à ce stade-là, là, on va transposer le petit r qui est dans le terme de gauche. Ça va me donner d de t sur dr égale moins 1,5 de delta sur K fois petit r, le carré s'est simplifié, plus C1 sur R. Arrivé ici, on intègre encore une fois. Et donc, vous allez avoir T de R est égal à moins delta sur 4K R au carré, d'accord, plus C1 log de R, ça c'est la primitive de 1 sur R, plus C2, il ne faut pas oublier ici, comme j'intègre une seconde fois, il y a une deuxième constante d'intégration qui apparaît. Donc voilà. Alors, C1 et C2 sont effectivement deux constantes d'intégration, et bien évidemment, pour finaliser la question, ou notre réponse plutôt, eh bien il va falloir déterminer ces deux constantes. Alors comme d'habitude, pour déterminer des constantes d'intégration, il y a plusieurs choix possibles selon les problèmes. On parle souvent de conditions initiales ou de conditions aux limites. Alors je vous rappelle que les conditions initiales font référence au temps et les conditions limites font référence à l'espace. Alors ici, le temps, on est en régime stationnaire, donc il n'y aura pas de conditions initiales. On va juste, du coup, regarder quelles sont les conditions limites. Donc on va fixer, effectivement, pour les conditions limites, on va imposer des conditions en petit r égale 0 et en petit r égale grand R, c'est-à-dire au cœur du barreau et au niveau de sa paroi.
Donc en R égale 0, si on regarde bien, eh bien on sait que la température en R égale 0, c'est ce que moi j'ai appelé TA. Et je sais que le flux, enfin la densité de flux, ou la densité de courant thermique J en R égale 0, eh ben, elle doit être nulle. D'accord? Donc c'est la condition qu'on va appliquer. Donc, donc JTH égale vecteur nul, ça revient en fait à dt sur dr en R égale 0 égale 0. D'accord? Je vous rappelle que le JTH il est donné par la loi de Fourier et qu'il est proportionnel du coup à la dérivée par rapport à R de la température. Donc, je dois avoir effectivement ma dérivée par rapport à R, un dérivé de la température par rapport à R qui doit être nul. Donc je reprends les résultats précédents. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On a démontré juste avant que dt sur dr devait être égal à moins 1,5 de delta sur k fois R plus C1 sur R. Alors, vous voyez que ce terme-là, effectivement, si je prends R égale 0, bon, pour le premier terme ici, il n'y a pas de souci. Par contre, pour C1 sur R, si je prends R égale 0, eh bien, vous avez une jolie divergence vers l'infini. Alors là, ce que j'ai mis, c'est pas quand t tend vers 0, bien évidemment, c'est quand R tend vers 0. Voilà, encore une coquille. Voilà, donc vous avez une divergence. Effectivement, ici, si vous calculez la limite, vous avez une divergence vers l'infini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que C1, eh bien, il faut prendre égal à 0 pour empêcher la divergence. Donc on vient de déterminer la constante C1 qui vaut 0. Donc maintenant, on va regarder ce qui doit se passer en R. Donc la température est fixée, la température de la paroi elle est fixée, et elle est fixée à la température qu'on appelle TB. Donc ici, je reprends ma fonction de tout à l'heure. Alors il n'y a plus le C1 vu qu'il est égal à 0. Donc vous savez que T en grand R doit être égal à moins delta sur 4K, R grand R au carré, plus C2, et ça doit être égal à TB. Donc ça, très facilement, ça vous permet de trouver C2 qui est égal à TB plus delta sur 4K fois grand R au carré. Donc voilà, j'ai mes deux constantes d'intégration, l'une est nulle et l'autre, vous avez son expression ici. Donc je vais pouvoir finaliser en fait mon calcul. Ici, donc, je vais avoir la fonction T de R qui va vous donner tout le calcul fait, enfin tout la plus belle écriture, on va dire, c'est delta sur 4K, facteur de grand R au carré moins petit r au carré plus TB. Alors attention, effectivement, là je précise quand même que cette fonction n'est valable que dans son domaine de définition, c'est-à-dire pour petit r appartenant à 0 grand R. C'est un profil de température effectivement qui n'est valable que dans votre cylindre. Alors une petite remarque, si vous vous souvenez de l'exercice sur le chauffage d'un fil par effet Joule, effectivement ici, si K, si vous prenez la conductivité thermique et que vous la faites tendre vers l'infini, eh bien vous allez retrouver, donc ce terme-là ici va tendre vers 0 et vous allez trouver TR égale TB. Donc vous allez retrouver la situation de l'exercice chauffage d'un fil par effet Joule où la conductivité thermique effectivement était infinie. Et dans ce cas-là, effectivement, on constate bien que la température dans tout le cylindre va être homogène et sera égale effectivement à la température de la paroi. D'accord ? Alors, juste, ça c'est pas demandé dans l'exercice, mais bon ici on prend notre temps. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que là vous avez une jolie expression et puis je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir visualisé un petit peu cette fonction. Donc là, j'ai pris ma calculatrice, une petite TI-89, et puis eh bien, j'ai introduit une fonction analogue qui aura un comportement analogue. Donc ici, vous voyez qu'en fait, c'est une fonction quadratique avec un carré. Donc ici, j'ai pris un moins x2 plus 10. Alors le plus 10, il est arbitraire, d'accord ? Donc, je trace et effectivement, je trouve cette courbe-là. Donc ici, ça serait la température du cœur pour R égale 0, donc c'est TA. Et pour petit r égale grand R, le rayon de mon cylindre, je vais avoir TB. D'accord ? Donc ici, vous avez le profil radial de température dans votre cylindre. Alors, cette partie de la courbe-là, ici, elle n'a pas de sens physique, vu que vous êtes hors du domaine de définition de la température. Voilà. Alors toujours prendre l'habitude quand vous travaillez, effectivement, vous voyez, de regarder un petit peu, d'être curieux, et de regarder un petit peu, par exemple ici, à quoi ressemble cette fonction.
Alors maintenant, on va attaquer la question 2, montrer que l'écart maximum de température entre le cœur du barreau et sa température est delta T égale petit delta grand R au carré sur 4K. Alors je reprends ma courbe. Alors vous voyez que j'ai la température du cœur ici, j'ai la température ici de surface, et ce qu'on me demande, c'est d'aller calculer effectivement l'écart de température entre les deux. Donc ce que j'ai appelé ici, je l'ai noté, on l'a noté delta T. Donc le delta T, qu'est-ce que ça va être? Je vais l'écrire sous cette forme-là, TA moins TB, d'accord? Donc TA, qu'est-ce que c'est? C'est T en R égale 0. Donc si vous reprenez votre fonction en remplaçant petit r par 0, vous avez delta sur 4K fois grand R au carré plus TB. Et donc très facilement, vous allez exprimer TA moins TB, qui est égal à petit delta sur 4K fois grand R au carré. Donc vous avez bien répondu, vous avez bien trouvé l'expression du delta T qui nous était demandée. Donc là, aucune difficulté pour répondre à cette deuxième question. Alors, j'en profite pour faire quelques compléments qui sont, vous allez voir, de mon sens, assez importants. Donc regardez ce qu'on va faire, on va se réintéresser au champ de densité de courant d'énergie thermique, le JTH. Donc qu'est-ce qu'on a dit ? On sait que le JTH il est donné par la loi de Fourier, et on a dit tout à l'heure que c'était moins K d2t sur dr UR. Alors d2t sur dr, qu'est-ce qu'on a vu? En fait, si vous reprenez les résultats précédents, c'est moins 1,5 de delta sur K fois petit r. Donc votre JTH, si j'exprime effectivement mon champ de vecteur J, eh bien votre JTH c'est celui-là. Donc c'est 1,5 de delta fois petit r UR. Donc ce qu'on retrouve effectivement, ça je vous l'avais dit au début, on a bien un champ vectoriel qui est radial, donc qui va se dessiner comme ceci. Champ vectoriel radial, vous voyez, qui est croissant, qui est linéairement croissant avec petit r. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, les flèches, je les allonge au fur et à mesure que je m'éloigne ici du centre de mon barreau. D'accord ? Alors, je prends soin de faire ce complément-là parce que ça doit vous faire penser à ce qu'on voit, les notions qu'on voit en électromagnétisme, les champs radiaux. Donc ici, vous avez un champ radial qui évolue linéairement, qui croît linéairement quand vous allez vous éloigner du centre du barreau. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, pour utiliser les notions qu'on connaît, on peut aussi représenter les surfaces isothermes, ou les courbes, sur une vue en coupe. Alors ici, les surfaces isothermes, alors surface isotherme, je rappelle que ce sont les surfaces, l'ensemble des points en fait qui ont la même température, donc ça serait des cylindres concentriques. Donc ici vous avez votre barreau, et je pourrais m'amuser dans mon barreau à tracer des cylindres concentriques qui seraient des surfaces isothermes. Alors si vous regardez une vue en coupe, ça va vous donner des courbes isothermes. Alors par convention, en fait, les surfaces, les isosurfaces se resserrent avec l'augmentation du gradient. C'est-à-dire que plus le gradient ici de température va devenir important, et plus vous devez resserrer en fait vos lignes isothermes. Donc ça, c'est un moyen de lire quand vous avez des cartographies avec des courbes d'isotempérature, par exemple, ça peut être des isobars si vous regardez la météo. Eh bien, lorsque vous avez des courbes iso quelque chose, on va dire, eh bien, si vous les voyez se resserrer, ça veut dire que le gradient de la grandeur physique en question augmente. Donc ici, j'ai mon gradient de température qui augmente, donc mes courbes isothermes se resserrent. Alors, pour vous montrer effectivement que mon gradient de température augmente, je peux revenir sur cette courbe-là. Là, vous voyez que le gradient est assez faible, et puis plus vous vous éloignez du centre du barreau, et plus le gradient devient important. Donc si le gradient devient important, ça veut dire que vos isothermes doivent se resserrer. C'est la convention qu'on adopte sur les cartographies. Voilà, donc ça, c'était un petit plus pour effectivement insister sur les notions de champ vectoriel que l'on utilise aussi beaucoup en électromagnétisme. Alors, toujours pour faire des analogies, maintenant qu'on connaît JTH, j'ai calculé JTH, il est ici, je vous rappelle. Donc, on va s'amuser, parce qu'il faut s'amuser un petit peu, on va s'amuser à calculer son flux à travers une surface fermée, que j'ai appelée sigma. Alors ça va être une surface fermée sigma, cylindrique, de rayon petit r et de hauteur
grand L. Donc ici, je prends mon barreau. Et dans mon barreau, je définis cette fameuse surface sigma. Alors, elle aura, donc c'est un cylindre, hein, sigma. C'est une surface cylindrique de hauteur grand L, donc de même hauteur que mon barreau. Et je vais lui donner un rayon petit r. Hein, donc là, j'ai bien une surface fermée qui se trouve à l'intérieur, effectivement, de mon barreau. Alors, c'est un cylindre ici. Donc cylindre qui aurait, effectivement, on pourrait définir 3 surfaces. Donc deux surfaces qui sont des surfaces de base, donc DS1 et DS3, et puis une surface que j'appelle toujours la surface latérale, ici qui sera définie par une normale DS2. Alors, si je m'amuse à calculer le flux à travers cette surface fermée, donc ici vous avez votre JTH qui est un flux radial, hein, donc qui va traverser effectivement la surface sigma, donc on peut calculer le flux. Alors, là, le flux, effectivement, sur ma surface fermée, on pourrait décomposer ce calcul. Hein, il faudrait regarder le flux à travers DS1, le flux plus le flux du coup, enfin l'intégrale sur S1, plus l'intégrale sur S2, plus l'intégrale sur S3. Alors ici, je vais directement mettre que l'intégrale sur S2, parce qu'effectivement, l'intégrale sur S1 et S3 va être nulle, compte tenu du fait que votre JTH, il va être perpendiculaire aux éléments de surface, hein, ici à DS1 et DS3. Donc il n'y a qu'effectivement qu'à travers la surface S2 que le flux va s'exprimer. Donc si je calcule ceci, donc là le JTH il est collinéaire effectivement à DS, hein, donc vous n'avez pas de problème pour calculer le produit scalaire. Donc vous allez remplacer, le JTH c'est un demi de delta R UR, donc ici je remplace un demi de delta R, et ici donc c'est le R dθ dz, c'est effectivement l'élément de surface DS2. D'accord? Alors qu'est-ce que ça va donner? Eh bien tout simplement, ça va vous donner donc le delta, hein, le 1,5 de delta, lui, il va sortir de votre intégrale. Le dθ, l'angle θ, vous allez sommer de 0 à 2π. D'accord? Et il y aura plus qu'à sommer le grand R au carré. Alors ça vous donne pi r carré fois grand L fois delta. Donc, qu'est-ce que vous retrouvez? En fait, le delta, c'était la puissance volumique, d'accord? La puissance volumique, que vous multipliez ici, ça, c'est le volume. Hein, si vous regardez, pardon, je reviens en arrière. Donc ici, pi r carré grand L, c'est le volume défini par votre surface fermée. Donc en gros ici, hein, ça c'est puissance volumique fois un volume, donc vous avez la puissance. Hein, ici c'est une puissance, alors j'ai appelé ça P1 parce que c'est effectivement la puissance développée ici, hein, ça sera la puissance thermique développée à l'intérieur de la surface sigma. Donc vous avez ce résultat-là, c'est-à-dire que le flux à travers la surface fermée est égal à P1, puissance thermique développée à l'intérieur de la surface sigma. Donc ça doit vous faire penser à quelque chose en électromagnétisme. Hein, on vous dit, donc on trouve donc que le flux du champ de densité de courant d'énergie thermique JTH à travers une surface fermée est égal à la puissance thermique développée par le volume défini par cette surface fermée. Donc ça, c'est l'analogue de ce que vous avez vu en électromagnétisme, c'est-à-dire c'est l'analogie avec le fameux théorème de Gauss. Hein, donc vous voyez que les outils mathématiques qu'on utilise en physique, eh bien on les utilise effectivement dans différents domaines de la physique. C'est pour ça effectivement qu'ils sont ultra importants. Alors pour finir, quelques mots sur cette fameuse équation bilan dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une équation effectivement extrêmement importante dans tout le domaine de la physique. Donc juste pour terminer, on peut généraliser en fait les choses à propos de cette équation-là. Donc imaginez, on vous dit pour toute grandeur physique grand A, donc qui va être défini effectivement dans l'espace, c'est-à-dire qu'il va dépendre des 3 coordonnées spatiales et du temps. Donc on vous dit une grandeur physique grand A définie dans tout ou partie de l'espace et à laquelle est associé un phénomène de transport. Alors phénomène de transport, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc il peut s'agir d'un fluide, un écoulement de fluide dans une canalisation par exemple, ça peut être un courant électrique, c'est-à-dire un transport de charge électrique dans un circuit, ça peut être un transport d'énergie associé à un phénomène ondulatoire, etc. Et donc on va pouvoir écrire en tout point M
où A sera défini, on va pouvoir écrire cette fameuse équation, c'est-à-dire d rond A sur d rond T plus diff de J égale oméga. Alors ici, petit a, c'est la densité volumique de la grandeur physique associée à A. J, c'est la densité surfacique de courant associée à A due à son transport. Oméga, on appelle ça, c'est la source en fait de la grandeur physique A. Donc on appelle ça aussi le terme de production ou d'annihilation de A. Et en fait, ce terme oméga correspond à la quantité de A créée ou détruite par seconde et par mètre cube en un point donné de l'espace. Alors quand oméga est égal à 0, ça veut dire, dans tout l'espace, ça veut dire que vous êtes en présence d'une grandeur conservative, à savoir par exemple de l'énergie ou des charges. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire de plus? Eh bien, pour cette fameuse densité de courant, vous pouvez écrire de façon très générale que J est égal à petit a fois V, où V, c'est la vitesse de transport de la grandeur physique grand A. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est une expression très très générale. C'est la définition, en gros, d'une densité de courant. Et donc, vous pouvez écrire votre équation bilan sous la forme d rond A sur d rond T plus diff de AV égale oméga. Alors, quelques exemples pour terminer. Vous allez trouver cette équation-là en mécanique des fluides, où il y a conservation de la masse. Donc ici, c'est la masse volumique qui intervient et il n'y a pas de terme de production. Vous allez trouver cette équation-là pour l'énergie transportée par une onde, que ce soit une onde électromagnétique ou une onde mécanique. Alors, il peut y avoir dans certains cas, effectivement, un terme de production ou d'annihilation. Ça va dépendre du problème. Et puis, vous avez aussi cette équation-là en électromagnétisme où il y a conservation de la charge électrique. À savoir qu'ici, le ρ, attention, c'est la densité volumique de charge électrique. Donc voilà. Donc j'espère encore une fois que j'ai été clair dans cette vidéo et qu'elle vous apportera beaucoup de connaissances par rapport à vos connaissances initiales. Voilà, merci, à bientôt.